je vous parlais des attitudes fondamentales exprimées dans le Tao Te Ching de Lao Tse. Et le titre du livre, Tao Te Ching, introduit maintenant le deuxième mot du titre. Ce matin, je me suis attardé sur le premier mot, qui est Tao, et voici que vient ce deuxième mot, Te. Et ce mot, encore une fois, nous confronte à quelques sérieux problèmes de traduction. Habituellement traduit par vertu, mais la vertu telle que nous la comprenons aujourd'hui n'est pas du tout appropriée. Le type le plus proche, quand nous parlons des vertus curatives d'une plante, c'est plus proche de la signification de ce mot « te ». La section du Lao Tse où cela est vraiment introduit, le texte dit quelque chose comme ceci. La vertu supérieure n'est pas vertu, donc elle a la vertu. La vertu inférieure ne peut pas se détacher de la vertu, donc ce n'est pas vertu. Et nous paraphrasons plus ou moins cela en traduisant « la vertu supérieure n'est pas consciente d'elle-même en tant que vertu, et donc c'est la vertu. Mais la vertu inférieure est tellement accrochée à être vertueuse ou accrochée à être vertueuse que ce n'est pas la vertu. Alors donc, ce mot est une connexion de vertu et de magie. Il signifie l'excellence des choses, dans le sens où un arbre excelle à être un arbre, et personne ne sait vraiment comment il le fait. Il n'y a pas moyen d'imiter un arbre, sauf que la seule chose est d'en être un. Et donc, de la même manière, quand un être humain montre une habileté extraordinaire dans quelque chose, il semble que cela lui vienne naturellement. Il semble qu'il ne l'atteigne par aucune sorte d'artificialité. S'il y a une discipline en cela, elle est cachée. Exceller naturellement dans quelque chose, et pourtant c'est quelque chose de si difficile à comprendre que cela semble avoir été fait par magie. Voilà la signification de ce mot. Dans le livre appelé Zhongyong, ou l'axe inébranlable, il est dit que le Tao est ce dont rien ne peut s'écarter, ce dont les choses peuvent s'écarter, n'est pas le Tao. Fondamentalement, vous voyez, vous ne pouvez pas vous en éloigner. C'est comme une situation où nous flottons tous dans un fleuve immense, et le fleuve vous emporte, de toute façon. Maintenant, certaines personnes dans le fleuve nagent contre lui, mais elles sont quand même emportées. D'autres ont appris que l'art de la chose est de nager avec lui, et ils sont également emportés, mais ils le savent, vous voyez? Ils savent qu'ils sont emportés, tandis que les gens qui nagent contre pensent qu'ils vont dans la direction opposée. Mais ce n'est pas vraiment le cas. C'était le genre de discussion que nous avions ce matin lorsque je constate, invariablement chaque fois que je parle de ces choses, que les Américains soulèvent des questions morales, parce que nous sommes un peuple incroyablement dupé par les prédicateurs. Et donc cela revient toujours, dupé par les prédicateurs. Oui, et nous avons des consciences coupables chroniques, et donc ces questions sont toujours soulevées. Mais cela, vous voyez, explique une partie de cette situation selon laquelle vous devez suivre le fleuve. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais vous pouvez nager contre lui et faire semblant de ne pas le suivre. Mais vous le faites toujours. Mais une personne qui ne fait plus semblant, qui sait qu'il faut aller avec le fleuve et nager avec lui, tout à coup, il acquiert, derrière tout ce qu'il fait, le pouvoir du fleuve. La personne qui nage contre le fleuve, vous voyez, n'exprime pas, par son action, la force du fleuve. La personne qui nage avec lui, il avance et il a tout le fleuve derrière lui, mais il le dirige subtilement, parce que vous pouvez changer de direction dans le cours du fleuve. Vous pouvez aller à gauche ou à droite, comme un navire peut utiliser un gouvernail et toujours avancer avec le courant. Ou, plus habile encore, comme un voilier peut louvoyer, car quand un voilier louvoie et va dans une direction contraire au vent, il utilise toujours le vent pour le pousser. Maintenant, c'est l'art le plus hautement habile de tous. C'est le taoïsme dans toute sa perfection, l'art de la voile. Donc, de cette manière, le sens de « te » est ce genre d'intelligence qui, sans que vous utilisiez beaucoup d'efforts, fait coopérer tout avec vous. Vous, par exemple, ne forcez jamais les autres à être d'accord avec vous, mais vous leur donnez l'idée que vous vouliez qu'ils aient était la leur. C'est un art féminin, par excellence. Une femme qui veut vraiment un amoureux ne le poursuit pas. Parce que, alors, la plupart des hommes sentent qu'elle est agressive,
Et si elle est agressive, elle est évidemment une femme qui a eu du mal à trouver des amoureux, et donc il doit y avoir quelque chose de secret, indésirable à son sujet. Mais si elle, pour ainsi dire, crée un vide, alors, et c'est légèrement difficile à comprendre, les gens sont excités. Ils savent qu'elle est un objet très prisé, et donc ils la poursuivent. De la même manière, lorsque vous voulez apprendre à un bébé à nager, une chose que vous pouvez faire est de mettre le bébé dans l'eau, et puis reculer dans l'eau et créer un vide. Et cela attire le bébé. Cela l'aide à apprendre la sensation de l'eau et comment nager. C'est le même principe. Ainsi, être difficile à obtenir est l'un des tout meilleurs moyens d'acquérir une immense notoriété. Prenez le cas de Thomas Edward Lawrence qui a publié « Les 7 piliers de la sagesse » en édition limitée. Et ce livre est devenu un ouvrage extraordinairement célèbre. Il coûtait des centaines de dollars pour trouver un exemplaire sur le marché. Et ils ont attendu et ont construit cela, et construit cela, et construit cela. Et finalement, ils ont publié une édition générale. Et c'était un succès éclatant parce que le premier était un peu secret et difficile à trouver. Si vous avez de la patience, vous voyez, vous pouvez toujours faire cela. Donc, tout l'art du dirigeant. Vous voyez, le Tao Te Ching est un livre écrit à plusieurs fins. Vous pouvez le prendre comme un guide pour la compréhension mystique de l'univers. Vous pouvez le prendre comme une dissertation sur les principes de la nature. Presque un manuel de droit naturel, dirions-nous. Ou vous pouvez aussi le prendre comme un livre politique, un livre de sagesse pour les gouvernants. Et le principe qu'il préconise, fondamentalement, c'est la vertu de gouverner sans gouverner. Regardez-le de cette façon. Supposons que le président des États-Unis vous soit aussi inconnu par son nom que l'inspecteur sanitaire local, l'homme qui s'occupe des égouts et de l'élimination des eaux usées et tout ça. Ce n'est pas une figure glamour, vous voyez. Mais pour cette raison même, il fait probablement son travail de manière plus efficace que le président. Parce que le président perd énormément de temps à interviewer divers groupes comme les Elks et les Girl Scouts, et à accorder des honneurs, et tout ça. La vie du pauvre homme doit être un véritable tourment, parce qu'il est si bien connu, et qu'il n'a donc absolument pas de temps à consacrer au gouvernement du pays. Je veux dire, pensez à son courrier, et à toutes les personnes qui doivent être employées pour le trier et l'évaluer. Donc, s'il était quelqu'un de tout à fait anonyme et que nous n'avions pas à penser à lui, il serait un très très bon dirigeant. De la même manière, par exemple, vous n'avez pas à vous occuper, à moins d'être malade, du gouvernement de votre propre corps. Cela se fait automatiquement. C'est cette expression ziran qui signifie « de lui-même ». Et cela continue jour après jour après jour. Et mieux c'est, moins vous avez à y penser. Quand vous voyez bien, vous ne voyez pas vos yeux. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec vos yeux, vous commencez à voir des taches. Et ces taches sont des taches dans vos yeux. Quand vous entendez bien, vous n'entendez jamais vos oreilles. Mais quand elles commencent à siffler, vous savez, alors vous commencez à entendre vos oreilles. Et vos oreilles se mettent en travers de leur propre écoute. Donc, au plus profond, une personne, dans son ensemble, peut se mettre en travers de sa propre existence en devenant trop consciente d'elle-même. Et alors, il lui manque cette qualité « te ». Maintenant, les taoïstes proposent donc qu'il y ait quelque chose pour aider les gens à revenir au Tao et à être capables d'être dans un état de « te » afin qu'ils ne se mettent pas en travers de leur propre chemin. Et cela est lié à l'idée d'être vide. Le vide, être en quelque sorte vacant, était le secret de la chose. Le plus haut degré de connaissance n'est pas le savoir-faire, mais le non-savoir, être capable de le faire sans méthode. Pour y parvenir, quelque chose est pratiqué qui s'appelle « jeûner le cœur ». Le cœur, en chinois, est un mot qui ne signifie pas « cœur » au sens physiologique. Vous voyez, c'est une partie du caractère « te ». Il est généralement situé à peu près ici, et cela signifie « cœur-esprit ». Il est également traduit par « esprit », et dans tous les textes zen où le mot « esprit » est utilisé, pas d'esprit, mushin, c'est ce caractère. Le centre psychique. Maintenant,
le meilleur genre de cœur est l'absence de cœur. En anglais, le mot « sans cœur » a une connotation très négative, tout comme le mot « sans esprit ». Une personne sans cœur est une personne insensible et sans considération. Une personne sans esprit est un idiot. Mais une personne qui a mushin, ou pas d'esprit ou pas de cœur en chinois, est d'un très haut niveau. Cela signifie que son centre psychique ne se met pas en travers de son propre chemin. Il fonctionne comme s'il n'était pas là. Zhuangzi dit que la forme la plus élevée de l'homme utilise son XAM comme un miroir. Il ne saisit rien, il ne refuse rien, il reçoit mais ne garde pas. Et le poème dit quand les oies survolent l'eau et qu'elles se reflètent dans l'eau, que les oies n'ont pas l'intention de projeter leur reflet et que l'eau n'a pas l'esprit de retenir leur image. Donc tout le problème est, vous voyez, d'agir dans le monde comme si vous étiez absent. Maintenant, cela est intégré en nous physiologiquement, fondamentalement. Permettez-moi de vous poser simplement la question. Quelle est la couleur de votre tête du point de vue de vos yeux? Vos yeux ne voient pas votre tête, n'est-ce pas? Vous regardez tout autour, vous voyez tout le reste, mais votre tête, vous ne la voyez pas. Avez-vous l'impression que votre tête est noire? Non, elle n'a aucune couleur du tout. À l'extérieur, vous voyez, votre champ de vision est ovale, 2 yeux, et cela crée comme 2 centres d'une ellipse. Donc, il y a tout ce champ de vision. Maintenant, faites l'expérience. Qu'y a-t-il au-delà du champ de vision? De quelle couleur est-ce là où vous ne pouvez pas voir? Ce n'est pas noir, c'est un point important. Il n'y a pas de couleur du tout là-bas. Et de cette manière, vous pouvez vous faire une idée de ce que signifie ce caractère dont j'ai parlé ce matin, Xuan, qui bien qu'il ait formellement une signification de ténèbres, celui-ci, bien qu'il ait formellement la signification de ténèbres et du profond et de l'obscur, il fait en réalité référence à ce genre de pas de couleur, qui est la couleur de votre tête pour autant que vos yeux sont concernés. Donc, dans ce sens, l'invisibilité de sa propre tête, presque le fait de ne pas avoir de tête du tout, est le secret d'être en vie. Être sans tête, pourrait-on dire. N'avoir pas de tête, dans le sens que je viens d'expliquer, est notre manière de parler de l'expression chinoise mushin, sans esprit. En fait, si vous voulez voir l'intérieur de votre tête, tout ce que vous avez à faire est de garder les yeux ouverts, parce que tout ce que vous expérimentez dans le champ visuel externe est un état de votre cerveau. Toutes ces couleurs et formes sont la manière dont les nerfs cérébraux traduisent les impulsions électriques dans le monde extérieur, étant dans le monde extérieur à l'enveloppe de la peau. Ainsi, ils traduisent tout ce qui se passe à l'extérieur en impulsions qui sont pour nous forme et couleur. Mais la forme et la couleur sont des états des nerfs. Donc, ce que vous voyez lorsque vos yeux sont ouverts est ce que cela fait à l'intérieur de votre tête. Vous ne voyez pas votre cerveau comme une structure externe, ondulée, ondulante et nervurée. Vous voyez votre cerveau comme tout ce qui est à l'extérieur. Ainsi, de cette manière, le vide de sa propre tête est la condition de la vision. La transparence du cristallin de l'œil est la condition de la vision des couleurs. Il n'a pas de couleur en lui-même. Eckhart a dit cela. Parce que mon œil n'a pas de couleur, il est capable de discerner la couleur. C'est une idée taoïste fondamentale d'être absent comme condition d'être présent, de ne pas être là. Donc, Zhuangzi dit « Quand votre ceinture est confortable, vous ne la sentez pas. Quand vos chaussures sont confortables, c'est comme si vous n'en portiez pas. De même, vos vêtements, vous voyez, plus vous êtes conscient de ces choses, moins elles sont faites correctement, ou moins elles conviennent correctement. Mais nous élevons une objection à cela. Une objection très simple. Si je ne sais pas que je suis là, il semble que je manque tout. Nous voulons savoir que nous savons. Si nous sommes heureux et que nous ne savons pas que nous sommes heureux, nous pourrions aussi bien ne pas être heureux. Être heureux et savoir que vous êtes heureux est vraiment le débordement de la coupe de la vie. Bien sûr, la punition pour cela est d'être malheureux et de savoir que vous êtes malheureux. Certaines personnes sont malheureuses sans le savoir. Mais vous connaissez mon Limerick, il y avait un jeune homme qui a dit «
bien que, il semble que je sais ce que j'aimerais voir. C'est le je qui me connaît quand je sais que je sais que je sais. Et c'est le grand dilemme humain, le développement de la conscience de soi, le développement de la possibilité de réfléchir sur sa propre connaissance. Et cela est à la fois une bénédiction et une malédiction. Et le taoïsme n'échappe pas à ce problème, je veux dire, il n'évite pas ce problème, il y fait face. Mais il n'y fait pas face de manière évidente. Nous en revenons donc à ce verset fondamental sur la nature de te. Ce qui est très vertueux est une vertu qui n'est pas consciente d'elle-même en tant que vertu. Au moment où elle est consciente d'elle-même en tant que telle, vous voyez, elle échoue. Ainsi, de cette manière, nous aimons voir un enfant danser tout seul, perdu dans la danse, et ne se produisant pas pour un public. Et nous disons « Oh, si seulement je pouvais danser comme ça, si seulement je pouvais redevenir comme un enfant, innocent. » Mais ensuite, vous savez, bientôt, lorsque les parents remarquent à quel point un enfant danse magnifiquement, et qu'ils approuvent tout cela et disent à cet enfant « Danse pour nous », l'enfant commence à perdre ce pouvoir et il prend des airs. Il sait qu'il est remarqué. Et nous n'aimons pas cela. Nous disons que c'est de l'affectation. C'est se pavaner. C'est faux. Ce que nous voulons que vous fassiez, c'est danser comme si vous n'aviez pas de public, même pas vous-même. Ce qui, bien sûr, met l'enfant dans une double contrainte, car cela dit à l'enfant, nous vous demandons de faire quelque chose qui sera acceptable seulement si vous le faites, comme s'il n'était pas nécessaire. Nous faisons cela tout le temps à nos enfants et à nous-mêmes. Tu dois m'aimer. Après tout, tu as promis de le faire quand nous nous sommes mariés, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Donc c'est la difficulté. Mais d'une manière ou d'une autre, un très grand artiste dans la maturité de sa vie parvient d'une manière ou d'une autre à donner au moins l'impression qu'il fait ce qu'il fait, sans jouer pour la galerie, sans conscience de soi. Cela semble parfaitement naturel. Alors comment y parvient-il? Chers amis, je tiens à prendre un moment pour vous exprimer ma gratitude pour votre soutien, vos visionnages et vos j'aime. Voir notre communauté grandir, lire vos retours et constater que mes vidéos résonnent avec vous est une source constante de motivation et d'inspiration. Votre soutien m'encourage à aller toujours plus loin. Si vous souhaitez aider d'autres compagnons dans leur voie vers le Tao, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. À bientôt pour de nouvelles vidéos.